Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on plonge dans l'histoire d'un grand roi de Portugal, connaissant une fin tragique et mythique à la fois. Dans l'ombre des grands noms de l'histoire, il existe des figures fascinantes dont le récit mérite d'être raconté et connu. Aujourd'hui, on plonge dans la vie de Sébastien Ier, un personnage mystérieux et légendaire à la fois, dont le nom évoque peut-être peu de choses pour vous ou un vague souvenir, mais dont l'histoire pourrait bien vous surprendre. Destiné dès sa naissance à sauver le Portugal, tout en lui redonnant sa gloire passée, Sébastien est élevé dans une profonde dévotion, dans l'esprit des croisades et dans l'esprit chevaleresque. Mais qui était-il? Quel rôle a-t-il joué dans son époque? Vous voulez le savoir? Restez avec moi pour découvrir un épisode captivant du passé du Portugal avec Sébastien. Au XVIe siècle, le Portugal est à la tête d'un immense empire maritime qui s'étend en Inde, en Amérique et en Afrique. Dans toutes les possessions lusitaniennes, la religion catholique est très présente et largement diffusée auprès des peuples autochtones, afin de les convertir, à l'image du royaume du Congo, où le souverain et une grande partie de la noblesse se sont convertis à la religion catholique. Les rois de Portugal ont toujours eu grand soin de maintenir la paix avec les différentes cours d'Europe, pouvant fréquenter les ports du Portugal, enrichissant aussi bien le souverain et la noblesse. Les vaisseaux marchands lusitaniens parcourent toutes les provinces situées au-delà du cap Bonne-Espérance, rapportant de nombreuses richesses, denrées et d'abondantes productions. De plus, les forces navales du royaume sont également très importantes. Les armadas portugaises sont connues pour leur excellente artillerie, mais le talent de la noblesse pour la guerre terrestre commence à décliner, au profit de gouverneurs ou vice-rois plus intéressés par leur rang et d'enrichir leur famille plutôt qu'entretenir et de prospérer l'empire portugais. Depuis la glorieuse époque de Manuel Ier où des personnages tels que Vasco de Gama, Afonso d'Albuquerque ou encore Francisco d'Almeida font entrer le Portugal dans un âge d'or, faisant rayonner la culture portugaise sur 4 continents. Malgré des nobles très compétents, aucun réussit à égaler l'héritage de ces héros, laissant l'Empire portugais entrer sous le règne de Juan III dans une phase de déclin, augmentée par la rivalité des familles aristocratiques, cherchant par tous les moyens à affirmer leurs privilèges, au prix parfois de rejoindre les rangs des fidèles du roi d'Espagne, d'abord Charles Quint, puis Philippe II. Comment maintenir l'intégrité de cet immense empire maritime? Le fils de Manuel Ier, voulant conserver la totalité de l'empire portugais, épuise les ressources économiques et humaines du Portugal dans la défense de territoires. Dans une sorte de triumvirat, les 3 frères, le roi de Portugal, Juan III, Don Fernando de Aviz, duc de Trancoso et de Guarda, et Don Luis de Aviz, duc de Beja, effectuent une excellente administration et des réformes au niveau religion, en incluant l'Inquisition en 1536 et au niveau de l'art et des lettres, en protégeant les artistes tels que André de Resende, Juan de Barros ou Damien de Gois. Ce dernier fait partie de la petite noblesse. Son père, Rui Dias de Gois, est le valet de Don Juan de Lancaster, duc de Aveiro. L'ascension rapide de cette famille, issue de la petite aristocratie, provoque des jalousies, tout en démontrant les rivalités déjà présentes entre les nobles. Le règne de Juan III, qui seront amplifiés par la suite, amenant la perte d'indépendance. Damien de Gois, dès 1545, est suspecté d'hérésie par les jésuites et l'Inquisition, dénoncé par le père Simão Rodrigues, précepteur de l'infant Don Juan Manuel de Portugal. Cependant, le réseau tissé par sa famille lui permet de bénéficier d'une double protection, celle de l'empereur Charles Quint et celle du roi de Portugal Juan III. Les procédures sont donc abandonnées en 1546, connaissant sa profonde loyauté et sa droiture en faisant référence aux tentatives du roi d'Espagne pour s'immiscer dans les affaires portugaises. Juan III nomme Damien de Gois à un poste prestigieux, à savoir conservateur en chef des archives royales de Torres do Tombo, en remplacement de Fernão de Pina, arrêté par l'Inquisition.
À ce moment, le jeune roi Sébastien Ier et le duc de Guimarães sont les ultimes remparts contre les prétentions du roi d'Espagne Philippe II, qui ambitionne de réaliser l'Union ibérique. Le nouveau roi est le fruit des sanglots, des vœux et des prières populaires. Avec ces paroles, les courtisans et sa famille répètent sans cesse à Sébastien Ier, tout au long de son règne et de sa vie, qu'il est envoyé et choisi par Dieu, influençant sans doute le jeune souverain Avise dans sa quête de gloire. Pour l'heure, le souci principal de Donna Catarina de Austria est de constituer la régence. Cependant, un problème majeur se pose. Juan III n'a laissé aucun testament, laissant le Portugal sujet à la lutte de factions pour le contrôle du jeune roi, fils posthume de l'infant Don Juan Manuel de Portugal, mort en 1554, et Donna Juana d'Austria. Ses grands-parents paternels étaient le roi de Portugal Juan III et la reine Donna Catarina d'Austria. Ses grands-parents maternels étaient l'empereur Charles Quint et son épouse Isabelle de Portugal. Don Juan Manuel de Portugal meurt le 2 janvier 1554, laissant tout le royaume dans la crainte, car Sébastien Ier était encore dans le ventre de sa mère, et on pouvait craindre la naissance d'une fille, ou qu'il subisse le même sort que le roi de France, Jean Ier le posthume, mort après 4 jours de règne. Don Juan Manuel de Portugal était le seul fils survivant des 9 enfants de Juan III, et la succession du royaume de Portugal en vint à dépendre du succès de l'accouchement. Le problème qui se pose au Portugal est en cas d'absence d'héritier, la succession sera partagée entre plusieurs prétendants, car le duc de Guimarães n'a toujours pas d'enfant, et il n'en aura jamais d'ailleurs, mais il meurt célibataire en 1576. Le plus proche parent mâle de Juan III demeure le roi d'Espagne Philippe II, qui peut réaliser l'union ibérique que les Portugais ont toujours recherché à leur profit. L'archevêque de Lisbonne, Monseigneur Fernando de Meneses Coutinho y Vasconcelos, a ordonné que dès le début des douleurs de l'accouchement, une procession de foi eut lieu pour protéger l'enfant à naître, et ainsi sauver le Portugal de l'emprise espagnole. 18 jours plus tard, après la mort du prince, la princesse a commencé à ressentir la douleur, dans la nuit du 19 au 20 janvier. Le matin du samedi 20 janvier 1554, le prince est né, et la nouvelle de la naissance a été donnée, reçue avec des prières d'action de grâce à Dieu. Le 27 janvier, le 8e jour, il a été baptisé par le cardinal Don Enrique de Avise, frère du roi Juan III. Il est nommé Sébastien, en référence à sa naissance le jour de la Saint-Sébastien. Ses parrains étant le roi et la reine, ses grands-parents. En vertu d'être un héritier tant attendu pour continuer la dynastie d'Avise, il est devenu aussi connu sous le nom du Désiré. Dans les ultimes jours de sa vie, Juan III pense à sa succession, tentant de constituer un conseil autour de la reine. En effet, se sentant mourir, le roi de Portugal augmente les pouvoirs et accorde plus de responsabilités à Donna Catarina d'Austria. En faisant ce geste, le souverain Avise affiche clairement son désir de voir sa femme devenir régente. Connaissant sa vigueur et son ardeur pour le gouvernement, mais aussi son attachement à leur petit-fils, tout en sachant que Donna Catarina poursuivra sa politique de stabilisation, malgré l'ardeur guerrière et les demandes incessantes de la noblesse pour lancer des campagnes militaires en Afrique, en Inde ou en Italie. Pour la soutenir dans la tâche qui s'annonce très difficile, le roi de Portugal lui adjoint l'influent secrétaire d'État Pedro d'Alcacova Carneiro, futur comte d'Indana. Ce réveil des indépendances aristocratiques s'explique par le fait que le roi de Portugal est mourant. Et comme l'explique le chroniqueur Antonio de Castillo, en évoquant un sommeil des affaires visible depuis 1550, combiné à l'ascendant pris par la reine au milieu de la décennie précédente dans le gouvernement, explique la résurgence des protestations et des envies de liberté des familles aristocratiques, essayant de tirer parti du déclin de Juan III. Dans la dernière année de sa vie, Juan III est apparu très fatigué lors de son apparition à la cour et dans les conseils à cause de certaines indispositions.
Déjà, il n'appose plus sa signature sur les différents papiers. Il se limite uniquement à écouter la lecture des dépêches en compagnie de son secrétaire Pedro d'Alcacova Carnero et de la reine Dona Catarina de Austria. La seule chose que le roi de Portugal peut encore faire est d'apposer son sceau. Bien que l'impression soit que Juan III soit décédé subitement, un examen approfondi indique une maladie prolongée. Le chroniqueur Antonio de Castillo, par exemple, décrit le roi de Portugal comme étant malade depuis au moins 1550, avec des symptômes incluant un sommeil somnolent au milieu des affaires, maladie créée par manque d'exercice, en plus de l'estomac, maladie pour lesquelles on lui avait prescrit un bouillon de veau. En 1555, Juan III eut une nouvelle crise, détaillée dans une lettre de l'ambassadeur de Charles Quint, qui a laissé Juan III mal disposé et touché de mélancolie. Selon un autre ambassadeur, Juan Vasquez de Molina, le roi a encore de fortes fièvres et une perte d'appétit. Pendant le carême de 1557, le roi a fait une nouvelle crise fébrile, si faible qu'il pouvait à peine monter les marches de l'église de la Miséricordia, où il était allé entendre la messe. 2 jours plus tard, le monarque a eu une attaque qui l'a laissé inconscient pendant 2 heures, après quoi il a été chercher son confesseur. Les sources primaires sont en désaccord quant à savoir s'il était frère Gaspard do Casal ou l'archevêque de Lisbonne. Mais une chose est certaine, et rapportée par toutes les sources, Don Henrique de Avise, archevêque d'Evora et frère de Juan III, est également présent au chevet du mourant. Peu de temps après, les médecins ont décidé la pratique de saigner, ce qui n'a pas empêché la survenue d'une nouvelle crise. Dans une lettre adressée à Charles Quint par son ambassadeur Sancho de Cordova, on apprend que depuis 1555-1556, le roi de Portugal souffre de maladies de plus en plus longues qui le rend indisposé, mélancolique. De plus, Juan III souffre d'accès de fièvre ponctuels que les médecins traitent avec des saignées, laissant le roi de Portugal dans un état précaire sans espoir de rétablissement. L'état du souverain Avise empire au milieu de l'année 1556 avec des fièvres devenues continues. Ajouté à de fréquents maux d'estomac, dans sa profonde piété, Juan III décide d'assister, le 11 juin 1557, à une messe et ordonne une procession contre la vie de la reine Dona Catarina pour le salut de l'âme et la protection de Sébastien Ier. Dans une lettre de l'ambassadeur d'Espagne, destinée à Dona Juana, il est fait mention que l'état du roi de Portugal est très préoccupant. Les derniers jours de son règne, Juan III les passe en réunion du Conseil, afin de présenter et surtout tenter d'imposer Dona Catarina d'Austria comme régente de l'Empire portugais. Le 11 juin 1557, Juan III est victime d'une attaque d'apoplexie. Malgré le fait que Dona Catarina n'a pas quitté le chevet de celui qui fut son mari pendant 32 ans, ajoutez à cela ses prières et celles du peuple pour le rétablissement de leur roi, rien n'empêche Juan III de sombrer dans un repos éternel. Le voyage du palais d'Aribeira à Belém a été accompagné de larmes et de signes de douleur de la part des personnes qui se sont rassemblées pour regarder le passage du cercueil royal. Le 11 juin 1557, le roi Juan III meurt et Sébastien Ier devient à l'âge de 3 ans, 4 mois et 22 jours roi de Portugal. Pendant sa minorité, la régence est assurée d'abord par sa grand-mère Dona Catarina de Austria. Lors de sa prise de régence, la reine, en 1557, est forcée de composer avec les fidèles de l'ancien roi, mais également avec les grands aristocrates. Malgré son hostilité envers la très haute noblesse, elle se voit dans l'obligation d'inclure son beau-frère, le cardinal Don Henrique de Avise, qui rêve également de revêtir le rôle de régent. Pour contrebalancer la puissance des grandes familles aristocratiques, Dona Catarina place dans son gouvernement des personnes issues de la petite noblesse ou qui sont des obligés de Juan III. Mais dans la régence de la reine de Portugal, on trouve la présence de Don Antonio, présent à la cérémonie d'acclamation de Sébastien Ier, auquel la reine, grand-mère et tutrice du roi, n'a pas assisté. Le prieur de Crato est aux côtés de Dona Catarina, de Sébastien Ier et des autres membres du conseil, jusqu'au renoncement de la régence du royaume fin 1562,
où il fut exclu des consultations et du pouvoir par le nouveau régent. Cependant, loin d'être un soutien envers la régence de la reine, Don Antonio tente, comme les autres nobles, d'obtenir de plus grands avantages et une résidence permanente à la cour, demande refusée par la reine et ensuite par le cardinal. Conseillé de se retirer de Lisbonne, Don Antonio s'exile dans le monastère de Peñalonga, jusqu'à ce qu'il soit convoqué au Cortes de 1562, dans lequel la démission de la reine et sa succession à la régence ont été accordées en faveur du cardinal Don Enrique de Avise. Malgré la résistance de la reine et du cardinal, le prieur de Crato ne peut être totalement éloigné des sphères du pouvoir, grâce aux appuis et les importantes relations à la cour établies par son père Don Luis de Avise, lui valant d'être inclus dans les sphères d'influence auprès des grandes familles aristocratiques du royaume. La passation de pouvoir entre Donna Catarina et Don Enrique a lieu au moment de la réunion des Cortes de 1562. Malgré le succès de Mazagan, la contestation vers le pouvoir de la reine se fait de plus en plus pesante. Consciente des critiques et des oppositions à sa politique castillane et matrimoniale française et stabilisatrice, la reine de Portugal, toujours conseillée par Pedro d'Alcacova Carneiro, use une politique habile en annonçant l'abandon de sa charge de régente, prenant de court toute la noblesse au profit de son beau-frère Don Enrique. Pendant sa régence, entre 1562 et 1568, Don Enrique poursuit la politique stabilisatrice et conservatrice de Juan III en Inde. Mais concernant l'Afrique, le cardinal se laisse convaincre par les familles aristocratiques de la nécessité d'une expansion territoriale à l'imitation des exploits effectués du temps d'Afonso V et Juan Ier. Cette politique expansionniste doit, selon ses défenseurs, redonner au Portugal sa grande puissance et sa gloire passée acquise au temps de Manuel Ier. L'année 1568 marque la fin de la régence de Don Enrique, laissant les rênes du royaume à Sébastien Ier entrer dans la majorité. Rapidement, ses contemporains s'accordent pour lui accorder une allure digne, majestueuse avec un charisme naturel, malgré son jeune âge de 14 ans. Physiquement, ce n'est pas un géant. Il possède un visage agréable, d'une grande pâleur, des yeux bleus, une belle chevelure blonde, tout en ayant le défaut physique des Habsbourg, à savoir la lèvre inférieure tombante. Ce portrait nous est parvenu par différentes chroniques et récits de l'époque, toutes confirmées par le portrait réaliste réalisé par Cristóvão de Moraes. Entre 1571 et 1574, constituant le dernier portrait du souverain avant sa disparition. Concernant sa personnalité, on sait peu de choses, mais en analysant les sources, on constate qu'il déploie un caractère très autoritaire vis-à-vis de la noblesse, dont il estime que le devoir est de lui obéir et de le suivre dans n'importe quelle situation. Sébastien Ier déteste par-dessus tout le luxe et le faste, voyant d'un mauvais œil les aristocrates déployant leur fortune avec ostentation. Avec cette description donnée sur le jeune souverain Avise, on comprend rapidement qu'une opposition entre la monarchie et l'aristocratie va avoir lieu. Entre la première défendant la centralisation et l'autoritarisme de la couronne contre les velléités d'indépendance, et la défense des privilèges des seconds. Le jour de son acclamation, Sébastien Ier prend le pouvoir en mettant fin à la régence avec un grand discours au couvent de San Domingo, décoré pour l'événement de magnifiques tapisseries. Pour l'acclamation de Sébastien Ier, on trouve les plus grandes personnalités du royaume de Portugal. Tout d'abord la famille royale, Donna Catarina d'Austria, grand-mère du roi et reine de Portugal. Le cardinal Don Enrique de Avise, grand-oncle et archevêque de Lisbonne. L'infant Don Duarte de Portugal, duc de Guimarães et connétable de Portugal. Donna Maria de Portugal, duchesse de Viseu. En ce qui concerne la noblesse, les plus grandes familles aristocratiques sont représentées, telles que Don Juan Ier, duc de Bragance, Don Juan de Lancaster, duc d'Aveiro et marquis de Torres Novas, Don Afonso de Portugal, comte de Vimioso, Sancho de Noronha, comte de Miera, Don Alvaro da Silva, comte de Portalegre et Don Vasco da Gama. Le souverain Avise, accompagné de Don Duarte de Portugal, duc de Guimarães, de 7 membres du conseil, de soldats à bord de 8 galions et 3 galères, arrive à Ceuta le 24 août 1574,
abandonnant le Portugal pour la première fois. Les événements qui se déroulent en 1574 vont conforter le roi de Portugal dans son idée de croisade, tout en convainquant une partie de l'aristocratie réticente que la victoire est possible. S'appuyant sur la proximité des canons de la ville, Sébastien Ier, accompagné de son escorte, réussit à repousser l'offensive tout en infligeant avec l'artillerie des dommages considérables aux morts. Même si les termes utilisés par le comte de Jerez Sira semblent exagérés pour une simple escarmouche en évoquant de lourdes pertes, mais les détails donnés nous apportent cependant un éclaircissement sur les prémices de Alcácer-Quibir, en ne faisant comprendre la raison qui pousse Sébastien Ier à repartir en Afrique 4 ans plus tard, et aussi pourquoi la noblesse suit son roi aussi aveuglément, en comparaison à 1574, où elle est plus que réticente à partir en campagne. En analysant les deux campagnes, on peut constater que l'état d'esprit des familles aristocratiques a changé, passant de sceptique à enthousiasme, derrière un roi de Portugal, passant de simple mortel à un être provoquant des miracles, et dont rien ne semble pouvoir arrêter les ambitions conquérantes. Au début de 1574, Sébastien Ier diffuse une aura de héros légendaires, faisant suivre n'importe qui dans n'importe quel endroit avec la certitude de succès. On voit se dessiner petit à petit le mythe du sébastianisme, avec les familles aristocratiques qui combattront aveuglément, avec la certitude de la victoire finale. Suite à l'escarmouche, le souverain Avise examine soigneusement, tout en renforçant les places fortes de Tanger et Ceuta, tout en apportant plus de soins à cette dernière aux mains des Portugais depuis 1415, verrou qui sépare l'Afrique du Nord de la péninsule ibérique. Conscient du trop peu de soldats à sa disposition et privé de munitions, empêchant de poursuivre la conquête combinée aux intrigues qui ont lieu au Portugal, il force Sébastien Ier à repartir en direction de son royaume. Sébastien Ier a commencé à préparer le voyage d'Afrique, où Philippe II, roi d'Espagne, son oncle, a refusé de participer, n'envoyant qu'une petite force composée d'Italiens, d'Allemands et d'Espagnols. L'appel à l'intervention pour l'invasion du Maroc est clairement expliqué par l'inquiétude croissante face à la menace des Ottomans qui feraient d'Al-Malik leur vassal, menaçant les places portugaises et espagnoles en Afrique du Nord. Depuis 1576, une guerre de succession a lieu au Maroc entre le fils et le frère du précédent sultan. Cette affaire aurait pu se borner à un conflit local, mais l'intervention des Ottomans change la donne. Mourad III appuie le prétendant Al-Malik en exil à Constantinople depuis 1574 pour renverser son neveu, le sultan Mohamed II, qui lui-même appelle l'Espagne, puis après le refus, vient chercher le secours auprès de Sébastien Ier, que lui accepte. Malgré son absence de fils et d'héritier, le roi Sébastien Ier se lance dans sa croisade en 1578. L'armée portugaise, forte de 17 000 hommes, dont un nombre important de mercenaires étrangers recrutés dans le Saint-Empire romain germanique, aux Pays-Bas, en Espagne et dans les États italiens, ainsi que presque toute la noblesse du pays, appareil début juin depuis Lisbonne. Ils se sont rendus à Cadix, où ils s'attendent à trouver des volontaires espagnols qui ne sont pas présents. Puis ont traversé la frontière vers le Maroc, ainsi que des Italiens initialement recrutés pour aider à une invasion de l'Irlande sous la direction de l'Anglais Thomas Scutley, ainsi que pour aider en armes et en munitions. L'armée marocaine avance sur un large front, prévoyant d'encercler les rangs portugais. Malgré sa maladie, le sultan Al-Malik a décidé de mener son armée à cheval. Les forces portugaises dans cette bataille avaient une première ligne, l'avant-garde, composée des aventuriers portugais, commandés par Cristóvão de Tavora, et par des volontaires et des mercenaires étrangers, sur une aile gauche de cavalerie lourde, commandée par Sébastien Ier, l'aile droite de cavalerie, commandée par le duc d'Aveiro. La deuxième ligne d'infanterie était composée par Vasco da Silveira et la troisième ligne d'infanterie, l'arrière-garde, par Francisco de Tavora. L'artillerie était principalement positionnée sur la ligne de front. La bataille a commencé par un échange de tirs de mousquets et d'artillerie par les deux armées. Thomas Scutley, commandant des volontaires italiens, est tué par un boulet de canon dès le début de la bataille.
La cavalerie maure, supérieure en nombre, avance et encercle l'armée portugaise, tandis que les forces principales s'engagent complètement dans des combats de corps à corps. Au centre de l'avant-garde de l'armée portugaise, les aventuriers expérimentés, commandés par Cristóvão de Tavora, avancent avec un grand élan, provoquant la retraite et la ruée de l'avant-garde mauresque. Pour arrêter ces trouées de ses forces, Al-Malik affaibli monte à cheval pour la dernière fois et meurt avec l'effort quelques instants plus tard. Sa mort est cachée jusqu'à la fin de la bataille pour éviter la déroute et la panique. L'attaque portugaise a perdu de son élan après que le commandement s'est rendu compte qu'il était resté trop loin du reste de l'armée, risquant d'être isolé, et a commencé à battre en retraite. Voyant ses flancs compromis par l'attaque de la cavalerie maure, il se menaça lui-même, et en retraite, le centre portugais perd espoir et fut lentement maîtrisé. Sébastien Ier, face à une défaite inévitable, refuse le conseil des autres nobles de se rendre, leur disant « Messieurs, la vraie liberté ne sera perdue qu'avec la vie ». Les nobles qui l'accompagnent à cheval acceptent de continuer le combat jusqu'au bout, et tous, dans une ultime charge, se dirigent vers les morts. La fumée des canons, la violence des combats font disparaître Sébastien Ier durant la bataille, laissant la légende naître pour l'éternité sans jamais connaître la vérité sur le sort du roi. Étant mort au combat, sans être reconnu, a-t-il été capturé ou s'est-il perdu dans les sables du désert? Le mystère demeure total. La bataille d'Akasé-Kébir voit la mort d'innombrables nobles, laissant le Portugal sans aucune défense. Sébastien Ier disparaît. Mohamed II est mort en voulant s'enfuir durant la bataille en se noyant dans la rivière. Al-Malik meurt de maladie durant la bataille. Comme on l'a vu, en 1578, le jeune souverain de Portugal, Sébastien Ier, se lance depuis Lisbonne dans la conquête du Maroc, dans une croisade anachronique, mais non dénuée de sens. Pourtant, avec une armée mal préparée, hétéroclite, dans un pays hostile et en plein été, Sébastien Ier disparaît au cours d'une campagne qui vire à la catastrophe dans les déserts du Maroc, lors de la célèbre bataille d'Akasé-Kébir. Depuis cette disparition, le mythe du retour de Sébastien a connu des épisodes retentissants, de quoi marquer la culture lusitanienne pour très longtemps, avec notamment le sébastianisme, propagé depuis le XVIe siècle avec les Trovas, écrites par le cordonnier de Trancoso. Écrit devenu messianique, laissant présager le retour du roi Sébastien pour sauver le Portugal. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.